L'éducation est le socle du développement d'une nation. Pourtant, en République démocratique du Congo, le système éducatif fait face à de nombreux défis. La qualité de l'enseignement, la gestion des enseignants, la gouvernance et beaucoup de choses. Notre invité a choisi de se lancer pour sauver le système éducatif congolais et il préfère lancer une ONG ayant le même nom, Sauvons le système éducatif congolais. Qui est-il? Quelle est sa vision? Son projet est-il réalisable? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de On en parle. Je reçois pour vous Monsieur René Bambi. Monsieur René, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup mon précieux frère, le journaliste de prouesse, Monsieur Jourdain. Nous avons toujours entendu parler de On en parle. Exactement. Nous voici aujourd'hui en train d'en parler. Voilà. Exactement. Nous sommes en train d'en parler. C'est lui, Monsieur René Bambi. Alors nous allons essayer de les découvrir tout d'abord. Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que les spectateurs puissent connaître qui est Monsieur René Bambi? Au fait, peut-être on pourra nous connaître au fur et à mesure, mais brièvement parlant, je réponds au nom de René Bambi, un jeune Congolais de père et de mère. J'ai un parcours assez long dans ma vie, mais plus précisément pour ce qui concerne l'éducation. J'ai eu mon diplôme d'État, donc j'ai fait un parcours normal jusqu'à 6 ans de scientifique. J'ai décroché mon diplôme d'État en 2007. Et dimanche, je deviens professeur, retenu dans la même école où j'ai fini, parce qu'on avait vu que j'ai brillé dans les cours d'anglais et des cours de sciences. Et après quoi, j'ai jugé utile de continuer mon parcours académique. En 2011, je deviens gradué en anglais culture africaine de l'ISP. Alors, quand on va à l'ISP, on va à l'enseignement, l'Institut supérieur pédagogique. Et dans les temps, on avait encore plus de chances d'être retenu par-ci par-là. Je deviens professeur d'anglais, professeur dans 2-3 écoles, ainsi de suite. Et quelques années après, je deviens préfet, directeur des études, promoteur d'une école. Wow. Et tout ça, ça a évolué. J'ai pris donc toute ma vie depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans l'enseignement. Et après quoi, j'ai fini ma licence à l'ISP Lubumbashi. Et depuis lors, je suis en train d'œuvrer dans l'enseignement. Et comme carrière, je suis enseignant de la vie. C'est ça brièvement parlant de M. René Bambi. Sinon, en dehors de ça, j'ai assumé d'autres fonctions comme manager d'une société appelée Greenhold, une société chinoise. J'ai assumé des fonctions de surnuméraire, ainsi de suite. Voilà. Même en santé. Alors, nous avons suffisamment d'informations sur le système éducatif congolais. Exactement. Ça se laisse comprendre que vous êtes chevronné dans l'éducation ou dans l'enseignement, raison pour laquelle vous vous intéressez plus particulièrement dans ces secteurs de l'éducation. Alors, Monsieur René, pourquoi vous choisissez aujourd'hui de créer cette ONG Sauvons les systèmes éducatifs congolais? Pourquoi sauvons le système éducatif congolais comme ONG? Cette question m'interpelle beaucoup. C'est ça même le fondement de mes réflexions. J'ai constaté, partant de certains constats, comme la qualité de l'enseignement que nous avons, la qualité des personnels mis sur le marché par le système éducatif congolais. Prenons par exemple un enfant qui fait 6 ans d'études secondaires. Il n'est pas en mesure de parler l'anglais. Mais on le prend juste 3 mois dans un centre de formation, il parle l'anglais. Et quand vous jaugez, vous sentez que l'école blague.
Et c'est cette blague-là qui m'a révolté. J'ai vu que le contenu du programme national est vide dans tous les domaines. Et j'ai vu également que actuellement là, il y a un exemple encore terre à terre, c'est la dernière année, c'est en 1990, que le dernier enfant congolais a été boursé par le gouvernement. En 1990. En 1990, par le gouvernement du maréchal Mobutu. Alors, depuis lors, cela ne se fait plus. Il fallait attendre en 2019 avec les programmes de l'ONG de Maman Denis Nyangero, que nous saluons. Oui, que nous saluons. C'est cette dernière qui initie Excellentia pour voir qu'avec un enfant qui obtient au moins 85%, il peut être boursé par le gouvernement. Et le gouvernement a vu que ça allait bien. Aujourd'hui, les statistiques montrent que nous avons déjà 500 enfants congolais pris en charge dans ce mouvement-là. Mais qui en parle? Qui est quand même privé. Oui, qui est privé, mais c'était privé, mais depuis un certain temps, le gouvernement s'est approprié ces projets et maintenant, ça devient officiel. Et qui en parle? Personne. Donc, ça passe aussi inaperçu comme ça. Il y a les écoles qui sont construites sur fonds propres du gouvernement. J'ai compté dans un périple que j'ai fait récemment, dans les Kasaï profonds, au moins 5 écoles par secteur. Avec le programme de 145 territoires. Maintenant, qui en parle? Comment ces écoles sont gérées? La distinguée dame Raïssa Malou, ministre nationale de l'enseignement et nouvelle citoyenneté, elle a apporté des innovations sur le système éducatif congolais. Qui en parle? Personne. Donc, on est là que pour tambouriner derrière les politiciens, parler de ceci et de cela, mais le levier important qui est l'enseignement, qui est la base, le socle même du développement d'un pays, à travers lequel tous ces politiciens-là sont passés, personne ne parle de la vie de l'enseignement au Congo. Les médias ne nous parlent que des influenceurs et autres. C'est pourquoi moi, j'ai pris l'initiative. J'ai décidé de m'autoproclamer comme un haut-parleur du système éducatif congolais. Pourquoi ne pas dire du sauveur? Du sauveur, bien sûr, comme un sauveur. Donc, je dois promulguer, vulgariser toutes les innovations du système éducatif au travers le ministère du tutelle, ainsi que dénoncer toutes les antivaleurs qui ruinent notre système éducatif congolais. Voilà, en bref, pourquoi j'ai créé l'ONG intitulée Sauvons le système éducatif. Voilà. Alors, vous parlez de sauver un système éducatif. Quand on dit de sauver, ça veut dire quelque part il y a des choses qui ne marchent pas. D'ailleurs, vous en avez même brossé autant. Mais j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les 3 principales faiblesses de notre système éducatif? Ça nous fait couler les larmes. Le système éducatif congolais a des faiblesses. Si vous m'aviez demandé d'en citer même 10 ou 100, je serais à l'aise. Comme vous limitez à 3, je vous donne l'essentiel. Oui. Aujourd'hui, là, tu n'as pas construit une maison ou tu n'as pas acheté non plus une parcelle, mais tu vas aller imposer ta loi là-bas. Est-ce qu'elle sera la bienvenue? Non. Non. Quel que soit ton niveau d'études, quelle que soit ton influence, c'est lui qui a acheté sa petite portion de terre, qui a construit une maison, c'est lui le propriétaire. Et il sait comment il gère sa maison. Donc, l'État a abandonné aux mains de privés la gestion du système éducatif congolais. Actuellement, là, pour la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, nous comptons 90% d'écoles privées. Comme vous ne pouvez pas me contredire, si vous avez un enfant ici à Yoabora et que vous voulez envoyer dans une école proche, il y a une école de l'État, il n'y en a pas. Vous allez parcourir des communes et des communes. Donc, la gestion de l'école est entre les mains des commerçants qui sont les privés. Ce sont des commerçants. Des commerçants. Oui. Ça, c'est fort. Ce sont des commerçants. Et quand un commerçant détient l'avenir d'une nation, voyez à quoi on fait face. Vous voyez vous-même à quel degré le système éducatif est mis aux torsions. Voilà, ça c'est un élément. Un tout deuxième élément, c'est la corruption.
C'est pourquoi moi j'ai déduit pour dire que le système éducatif congolais est corrompu. Il est corrompu comment? Le Centre national de correction d'examen d'État, c'est là où on compose, on donne, c'est l'État qui gère ça. On donne à l'inspection les malles des États. Ce sont les inspecteurs qui acheminent vers les IPP. Exactement. Ce sont des inspecteurs principaux provinciaux. Oui. Alors, ceux-là donnent aux inspecteurs chefs de poule. Les inspecteurs chefs de poule donnent aux inspecteurs itinérants qui seront en ces fins des chefs de centre. Oui. Mais on se demande comment ces examens-là se retrouvent entre les mains des citoyens congolais à la cité sur WhatsApp pour faire des réponses qui sautillent. Et alors, cette corruption-là, c'est ce que nous allons bannir. Et nous avons déjà des mécanismes mis en place pour arrêter cette corruption-là, parce qu'elle a vraiment fainéanté, elle a affaibli le système éducatif. Et après, on va chanter des 100%. Des 100%, les diplômes se distribuent comme des cacahuètes, les choses deviennent comme si on était où. Alors, un autre problème, c'est le contenu du programme national. Un étudiant qui a parcouru 6 ans secondaire, il s'est dit qu'aujourd'hui, je dois me faire un étudiant en médecine. C'est-à-dire avec l'objectif de soigner les gens. Mais il se voit en bac 1. Il va en bac 2, bac 3. Il n'est pas toujours en mesure de piquer quelqu'un. C'est-à-dire qu'on lui fait passer le temps là-bas. Oui. Il fallait lui laisser au garage et puis il saute directement, il est en bac 5 où il sera piqué. Plutôt que lui faire des mouvements, tout ce qui se passe là, mais il n'est pas en train d'apprendre la médecine. Toutes ces années-là, c'est lui qui me contredit, il peut nous appeler, nous avons un numéro d'appel. Exactement. Oui, parce que nous avons nos propres frères qui sont en médecine, jusqu'à passer 1 année, 2 ans, il ne s'est pas piqué. C'est un problème. Donc, le problème, c'est pas l'enfant, c'est le contenu du programme qu'on a imposé. Donc, on doit revoir le programme national dans tous les domaines. Et les mécanismes sont déjà prévus par les CCONG. Donc, ils seront les systèmes éducatifs congolais. Donc, voici les 3 priorités. Et surtout aussi, lorsque les actions du gouvernement ne sont pas répandues, personne ne sait. Une anecdote, un enseignant qui enseigne en 8e, où il y a un test national de Tenasos. Oui, Tenasos. L'enseignant lui-même ne sait pas que c'est un test. Il ne sait pas différencier un test à un examen. Parce que à l'issue de cet examen-là, on n'a pas besoin de pourcentage. Il n'y a pas la délibération. On n'a pas besoin que l'enfant réussisse ou échoue. Et juste savoir les habiletés de l'enfant afin qu'il soit orienté dans tel ou tel domaine. Mais toi, l'enseignant, par manque d'information, tu vas aller jusqu'à faire comment vous les appelez, les COP ou les laboratoires pour faciliter l'enfant. Pour lui faciliter à quoi? En cas de résultat, c'est toi qu'on va orienter maintenant, faire si c'est la médecine, faire si c'est la pédagogie. Alors, parce que tu n'as pas laissé à l'enfant. On va orienter l'enfant par rapport à l'intelligence de son professeur. De son professeur. Donc, c'est pas le professeur. Et après, l'enfant va échouer dans les domaines comptables. Dans ce domaine-là, on dit que les enseignants n'ont pas fait leur travail. Donc, c'est à cause de ça que nous devons sauver. C'est là que je vois que on a innové, on a mis le test national pour l'orientation de l'enfant, mais l'enseignant n'a pas compris parce qu'il n'a pas été informé ou vulgarisé. Alors, moi, je vais prendre cette charge-là, de vulgariser les innovations, soit proposées par le ministère du tutelle, soit que nous allons proposer. Wow. Et nous en avons autant, plus de 100. Wow, c'est vrai. Très intéressant. Merci. Alors, Monsieur René, quelle est la priorité absolue de votre ONG? La priorité absolue de cette ONG, oui, c'est de pouvoir mettre un Congolais devant une conscience. Okay. Une conscience de comprendre que les choses vont mal. Ça demande une idée, ça demande le patriotisme. Alors, lorsque le Congolais saura que seul l'enseignement peut sauver un pays, peut sauver
la jeunesse et son avenir, immédiatement, nous allons amener les Congolais à comprendre que l'éducation a sa place et les autres activités aussi ont leur place. Alors, brièvement parlant, si je peux résumer mes deux priorités, c'est accompagner le gouvernement central au travers du ministère de l'Éducation. Parce qu'on prend l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire. Nous en avons qualité de proposer nos réformes. Très bien. Alors, à part ça, nous devons combattre les antivaleurs. C'est ça parmi les deux priorités. Donc, vulgariser les réformes et combattre les antivaleurs. La corruption, comme nous l'avons expliqué ici, les points sexuellement transmissibles, toutes les antivaleurs possibles, et nous aurons même un cabinet spécialisé pour punir ces infractions-là. C'est-à-dire que les avocats qui vont se charger, un élève est maltraité, il ne sait à qui se vouer, qu'il nous appelle. Nos avocats vont se saisir du dossier et faire la poursuite jusqu'à la fin. De même pour un enseignant qui se trouve aujourd'hui au bas de l'échelle sur le classement là. Donc il n'a ni la valeur devant l'élève, ni la valeur devant un promoteur, parce qu'il n'a pas où aller. Donc c'est ça notre priorité. Donc combattre les antivaleurs et de l'autre côté vulgariser les actions, les réformes de l'enseignement. Alors vous parlez de l'enseignant. Je crois que dans l'entame de mon émission, je l'ai même aussi mentionné parce que aujourd'hui, l'enseignant, c'est l'acteur majeur du système éducatif. Comment améliorer aujourd'hui la condition des enseignants? Qu'est-ce que vous prévoyez avec votre ONG? Comment est-ce que vous allez parvenir à améliorer? Parce que si l'enseignant n'est pas aussi dans de bonnes conditions, comme vous venez de le souligner, surtout dans des écoles privées où peut-être l'enseignant n'a pas de valeurs, comment améliorer la condition des enseignants? Nous avons longuement réfléchi pour qu'on puisse se lancer aujourd'hui. Peut-être que ça m'a pris toute ma vie, ainsi de suite. Voyant ce qui se passe ailleurs, quand vous allez en Corée du Sud, l'enseignant vous touche à peu près $5 000 le mois. En Zambie, ici, le moins payé, c'est $1 000 le mois. Alors, ici, chez nous, nous avons ce que nous avons là. Mais, s'il faut valoriser l'enseignant, notre ONG, à son article 11 de notre statut, il y a la création d'une agence. Cette agence-là aura pour rôle de recruter. Donc, nous recrutons, nous recensons les enseignants. Nous les formons, nous les recyclons. Et puis, nous leur imposons une éthique. Cette éthique-là, ils auront une valeur propre à un enseignant. Maintenant, quand il a ces valeurs-là, il va se retrouver devant ses responsabilités. Maintenant, nous allons signer les partenariats avec les gouvernements et les écoles privées. Donc, toute école sérieuse qui a besoin d'un enseignant sérieux doit passer par nous. Nous lui recommandons notre enseignant. Il signe un contrat avec nous. Quand il part maltraiter cet enseignant, il va faire face à la justice, pas à l'enseignant. Et cette fois-là, l'enseignant aura ses droits. Quand le même enseignant là va aller poser des actes irresponsables, le contrat qu'il va signer avec nous va lui amener immédiatement en prison et on lui ravit ses pièces scolaires, devient motard ou tout autre simple citoyen. Donc c'est ça une agence qui se trouve dans souvent le système. Parmi les stratégies que nous avons mises en place pour sauver notre système éducatif. Parce que cette fois-là, et le promoteur, et les coordonnateurs, tous les acteurs scolaires pourront passer pour signer un contrat. Et quand vous avez un contrat signé, on vous dit, quand vous maltraitez ou vous payez mal cet enseignant, ainsi de suite, voici ce qui va arriver. Avec son consentement, ici, il prend l'enseignant, et là, il va en tirer les conséquences. Voilà comment nous avons pensé sauver la vie d'un enseignant
de sa façon d'être traité. Parce que c'est impossible de voir un cadre universitaire venir être importuné par un enfant de 8e parce qu'il est friqué, son père est friqué, son père est tel. Alors que son père là n'a pas su lui imposer une éducation à la maison, lui donner un diplôme d'État par exemple. Il fallait passer par les mains de l'enseignant. Alors cet enseignant mérite d'être évalué. Ça fait toujours la joie de vous entendre, ça donne l'envie. Alors, comment comptez-vous mettre en œuvre toutes ces réformes? Pour mettre en œuvre ces réformes, nous allons solliciter l'appui des autorités. Nos autorités doivent nous écouter. Parce que les réseaux sociaux, c'est un moyen qui nous permet de nous faire entendre. Alors, ils doivent nous écouter, nous inviter, nous allons leur parler, leur proposer ce que nous avons. Nous allons mettre en place les chaînes sur les réseaux sociaux pour vulgariser, pour parler, pour sensibiliser. Des chaînes YouTube, des chaînes TikTok, ainsi que les médias crédibles. Nous serons comme des invités, comme nous sommes aujourd'hui chez... Si on en parle. On en parle. Exactement. Alors, à part ça, nous allons demander au ministère de nous appuyer. Nous avons tout un agenda de problèmes à nous soumettre, mais les portes sont toujours bloquées, comme d'habitude. Et nous, on ne s'était pas. Alors, lorsque nous serons entendus par eux et accompagnés, tout sera possible. Tout sera possible. Et nous allons publier des revues, nous allons faire des marches. Donc, on porte les polos qui ont des empreintes de l'éducation avec un message. Par exemple, non au point sexuellement transmissible au milieu scolaire. Par exemple, on peut mettre des brands, on peut écrire, on dit, nous disons non à la corruption dans les milieux scolaires, non au traitement des enfants. Monsieur Jourdain, il y a des constats très amers. Lorsque vous allez au village aujourd'hui, malgré que le gouvernement a construit des écoles, l'école catholique aussi, mais vous verrez que il y a certains préfets ou directeurs et coordonnateurs, il va chercher un arrêté, il commence les bruits ici, il appelle les enfants, il veut qu'ils commencent l'œuvre. Ce sont les enfants de 5 à 15 ou 18 ans qui sont obligés d'aller en brousse, chercher les solives, les pailles, quoi que ce soit pour venir construire les salles de classe. Et quand est-ce qu'ils auront le temps d'étudier? On leur prive le temps d'étudier. L'année scolaire compte 222 jours au secondaire. Sur 222, ces enfants-là font même 100 jours. Le reste, ils sont aux travaux manuels, travaux champêtres, travaux. Et ça, on doit laisser ça continuer. Ne sont-ils pas des Congolais? Ce sont des enfants congolais. Parmi eux, là, il y aura des présidents de la République, des ministres, ainsi de suite. Nous devons leur sauver sur cette voie-là. Alors, vous parliez tantôt des portes fermées, tout ça. C'était déjà ma question que je prévoyais vous poser. Quels sont les obstacles que vous croisez jusque-là avec vos initiatives? Le plus grand obstacle, c'est les moyens financiers. C'est ça le plus grand obstacle. Le deuxième, les moyens, parce que nous avons besoin, même quand on les fait là, s'il n'y a pas de mégabytes, vous n'allez rien lancer. Si vous n'avez pas de bonnes caméras, vous n'allez rien faire. Même si vous êtes plein d'idées, il faut aller à la RTNC pour vous exprimer, voyez vous-même la facture qu'on vous sort. Voyez? Mais le plus grand obstacle, ce sont des moyens. Le deuxième obstacle, lorsque vous partez, vous n'avez pas d'argent pour aller corrompre aux gens et voir une autorité éducative, rien ne va marcher. Vous allez laisser vos demandes de quoi, d'invitation ou de quoi que ce soit. On ne va jamais vous répondre. Vous allez demander l'audience pour voir le gouverneur ou tel, rien ne va marcher.
vous avez un statut à notarier et toujours déformé. Alors tout ça, ce sont là les plus grands obstacles. Mais sinon, nous avons la volonté de servir le pays dans ce domaine, spécialement dans les domaines éducatifs. Voilà. Donc, nous sommes en train de chuter petit à petit avec cette émission. Monsieur René, quel message adressez-vous aujourd'hui aux autorités, aux parents, aux élèves et même aux enseignants? Le plus grand message que j'adresse aux autorités scolaires, que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Si eux-mêmes là n'étaient pas passés par les mains des enseignants, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi alors négliger aussi un levier très important comme l'éducation dans le pays? Alors qu'ils prennent leurs responsabilités. L'affaire de laisser l'enseignement entre les mains des commerçants doit cesser. On doit y trouver des mécanismes. Soit on contraint ces promoteurs-là à un contrat avec le gouvernement. Et nous avons la modalité de ces contrats-là. Où ils doivent s'engager à respecter les réformes et tout ce qu'ils font pour l'enseignement. Je sais que les inspecteurs travaillent. Ces contrats-là existent, mais rien n'est respecté. Tout est monnayé. Tout est monnayé. Tout. Alors, il doit y avoir des organes qui insistent et qui frappent fort. On te trouve dans ces antivaleurs-là, immédiatement on te raille, même si tu es inspecteur. C'est pourquoi dans vos stratégies que vous prévoyez même d'une création d'une police de... Voilà. L'enseignement doit avoir une police. Nous avons créé toujours parmi les stratégies là, il y a une police de l'enseignement national, PNEC. Cette police là a pour rôle d'abord de sécuriser le processus des évaluations certificatives. C'est-à-dire, on doit sécuriser les examens de 6e primaire. On doit sécuriser les NAFEP. On doit aussi sécuriser les ténasospects ainsi que l'examen d'État. Je vous tiens informé qu'aujourd'hui, tous nos frères qui terminent dans les universités de la RDC, quand ils quittent pour aller étudier à l'étranger, le seul diplôme qui est reconnu, c'est le diplôme d'État. Même si tu quittes ici, licencié en français ou quoi que ce soit, si tu pars là-bas, on te dit non, on va te recycler. C'est pas un recyclage, c'est un terme juste pour te respecter. On te retourne sur le banc, dans ton domaine. Tu reprends tout à zéro. Vous voyez? Parce que à l'université, là, c'est presque pourri. Là-bas, en tout cas, c'est de l'aventure. Au secondaire, on voit ce diplôme-là avec un peu de la valeur. C'est celui-là qui est considéré. Maintenant, ce diplôme-là, on doit y accorder encore plus d'avantages, plus d'importance que ce que ça possédait avant. Vous voyez? Donc, c'est ça le rôle de la police là. Et cette même police sera en mesure de faire des poursuites contre toutes les antivaleurs. Il y a telle part, on nous appelle ici, l'enseignant a tabassé un enfant. Cette police-là descend. Une fois qu'elle descend, elle vérifie que tout va bien. On prend les prévenus, on la met entre les mains de la justice. C'est ça le rôle de la police nationale de l'enseignement congolaise. Donc, c'est parmi les stratégies avec lesquelles nous allons sauver le système éducatif congolais. Et cette police-là sera équipée, formée, avec une éthique très très haute, avec des responsabilités à tous les niveaux. C'est parmi. Donc, la responsabilité, si je reviens à la question. Oui, c'était le message. C'est la responsabilité des autorités, c'est de prendre les choses au sérieux. Peut-être que les réformes font mal. Ça fait mal, c'est pas facile. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a même les bruits autour de la Constitution. Parce qu'il y aura des réformes qui seront apportées dedans. C'est pas aussi facile. C'est conséquent. Il faut prendre des conséquences. S'il faut changer un régime, s'il faut changer une vision. Alors, le système éducatif doit être conséquent et les autorités doivent prendre les mesures pour changer le système éducatif.
Donc, ils doivent prendre les conséquences, nous appeler, nous écouter. Nous sommes jeunes, nous avons étudié, nous avons tout ce qu'on fait, c'est sur base de la Constitution. J'ai une réforme ici qui peut passer dans la nouvelle Constitution si le gouvernement arrive à adopter cela, ou nos députés. Alors, comment ça va parvenir au président? Point d'interrogation. Et cela concerne l'enseignement. Si je peux ouvrir une parenthèse, si le temps nous permet. Oui, très rapidement, parce qu'on finit déjà. 2 Congolais, celui de Maniema et celui de Kinshasa. Celui du Kasaï, celui du Katanga. S'ils se retrouvent, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, toi, tu ne connais pas l'anglais, celui qui vient du Kasaï ne connaît pas l'anglais. Vous ne connaissez pas non plus le Chiluba, et lui aussi ne connaît pas le Swahili. Quelle sera la langue de communication entre les deux? Parce que notre gardien ici a dit, par moment, lorsqu'on fait nos matchs, Chancel Bemba, le capitaine, nous flash des techniques en lingala. Il dit, Kangaï, Kangaï. Donc, le lingala, c'est une langue qui unit toute la République. Et l'enseignement, au niveau secondaire et primaire, doit se passer en lingala dans toutes les provinces. On doit arrêter avec les autres langues ici. Parce que ça embrouille les enfants pour eux. Parce que 2 Congolais qui se voient à l'étranger, si tu entends ça, yo Boko, Yewana, en tout cas, d'où que vous venez, vous allez entendre. Donc, on doit, c'est ça ce qui a fait que les autres systèmes éducatifs ont évolué vite. Ils étudient, j'étais récemment en Angola, à Luanda, l'enfant de l'école maternelle jusqu'à l'université, il étudie qu'en portugais. À la maison, il parle le portugais. Il n'a pas le problème d'apprendre une science parce qu'il ne commence pas par l'apprentissage de la langue. Mais chez nous, on commence par là. C'est un vrai problème. Donc, quelqu'un a des problèmes d'abord pour maîtriser la langue étrangère et puis vous l'imposez une science qu'il doit apprendre. Papa, mais vous aurez quel type de... Je pense que ce n'est pas seulement à l'étranger, même ici. Même ici. De quitter telle province, aller dans l'autre, pour se retrouver, c'est encore un problème. Oui. Des très bonnes initiatives. Ah oui. En tout cas, l'État nous fait défaut. C'est ça. L'État nous fait défaut. Je crois que ça ne sera pas la fin de votre présence ici chez nous à On en parle. Nous aurons toujours des émissions parce que je sens que la vision est tellement grande. Vraiment. Et ça demande autant d'émissions pour bien la partager. Oui. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur René. Peut-être un dernier mot, si vous l'avez, bien sûr. Le dernier mot, c'est vous dire merci. Parce que je suis passé par ici sans rien payer. C'est un média en ligne qui reçoit quand même les Congolais pour qu'ils puissent s'exprimer. Je vais demander à tous ceux qui me connaissent. J'ai enseigné pas moins de 10 000 élèves ici à Lubumbashi d'abord. Sans parler des autres provinces. Pas moins de 10 000. Tout celui qui va me reconnaître, qui s'abonne à ces chaînes, qui l'appuie, qu'il commence à nous suivre ici. Jusqu'à ce qu'on va vous donner d'autres adresses. Et en dehors de ça, nous vous demandons de partager nos vidéos avec les autorités, tous vos contacts. Que ces messages arrivent partout, même dans la présidence. Pourvu que demain, nous puissions être entendus, soutenus et que nous puissions ensemble sauver ce système. C'est pourquoi il est au pluriel, sauvons. C'est pas moi seul qui vais sauver le système, c'est nous tous. Pas celui qui va partager, celui qui va appuyer, celui qui va donner son $1. Nous, tout le monde, nous serons à mesure. Et comment les gens peuvent vous contacter? Très rapidement aussi. Pour m'avoir trop rapidement, vous m'appelez à 097 95 81 687. Vous pouvez réitérer. 097 95 81 687 sur WhatsApp, tout comme appel normal. Vous allez trouver M. René Bambi, le sauveur du système éducatif congolais. Voilà. Merci beaucoup, M. René Bambi, d'avoir partagé votre vision avec nous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je crois que le message de M. René est très clair. Aimez, partagez, commentez, faites en sorte que cette vidéo puisse parvenir aux autorités parce que ensemble nous devons sauver le système éducatif congolais. Quant à moi, je vous retrouve
très bientôt dans un autre numéro de On en parle. Ciao.